Sollicitée par la maison Lemoine-Pérignon, la société Libner signe le 7 juillet 92 le défi de convoyer 8 semi-remorques 38 tonnes de 80 mètres cubes jusqu'à Pékin pour effectuer les 3 bases de ravitaillement des concurrents du raid Paris-Moscou-Pékin. Le 30 août, 29 personnes et tout le matériel équipé, soit 8 semi-remorques, plus 3 véhicules Discovery Land Rover d'escorte, plus un 4x4 Mercedes type 1936 AK-19, chargés des pièces détachées des véhicules du convoi, sont à pied d'œuvre à Varsovie. Dernier préparatif, briefing du personnel français et polonais. Et on va à la frontière. Le 31 août, le convoi Libner quitte le SKA Stadium en compagnie du convoi Groan en direction de la frontière polonaise. Avancez-vous, Joseph est coincé derrière, là. Avancez, sortez. Le passage de la frontière s'effectue sans problème car les douaniers ont été avertis du passage du convoi. Objectif, garder 24 heures d'avance sur le raid, d'où un circuit différent, plus économique et une moyenne de 750 km par jour. Ayant aménagé les réservoirs au maximum de la capacité autorisée, nous disposions d'une autonomie de 5000 km, mais pour garder les réserves, il nous fallait faire le plein, soit 3000 litres de gasoil tous les 2 jours. Problème en Russie dès le 2e jour. Les véhicules russes roulent à l'essence. Moyennant quelques cadeaux, nous avons pu récupérer du gasoil auprès des ponts et chaussées russes. Puis 2000 litres dans une station-service, à 1,25 franc le litre. A noter au passage l'équipement Telex et Sibi qui permettait de garder le convoi autonome et groupé, ainsi qu'un contact avec Libner France. Première difficulté, un pneu arrière crevé. Mais nous sommes suffisamment équipés en pneus montés et nous repartons quelques minutes plus tard après une pause café. Deuxième difficulté, le voyant de chauffe d'un tracteur s'allume. Le chauffeur déclenche l'alarme par Sibi et tout le convoi s'arrête. L'incident s'avère sans gravité et tout est rapidement réparé. Pour l'hébergement, chaque tracteur disposait d'une double couchette. Pour le personnel accompagnant, nous avions construit un bivouac avec couchage adapté pour assurer des repos de quelques heures. Un véhicule comportait aussi la partie sanitaire et WC, n'oublions pas le médecin volontaire et le matériel d'assistance médicale. En Russie, les bivouacs se faisaient dans des hôtels-restaurants routiers. Si le parking n'était pas surveillé, nous nous relayions pour monter la garde. Le convoi disposait aussi d'un camion frigo cloisonné avec les 2000 repas nécessaires. Nous prenions un repas lourd par jour et le reste du temps des casse-croûtes avec du thé ou du café préparés à l'avance. La circulation dans toute cette partie de la Russie est très fluide, voire nulle. L'état de la chaussée est lamentable, le goudron étant déformé par les intempéries. Quant au réseau électrique, il est plus que désuet. Elle traverse. Sur les bords de la Volga, moment de détente, baignade, pêche à l'esturgeon, repas. Nous étions loin de nous attendre à ce qui allait nous arriver 50 km plus loin. Première surprise à Astrakhan, en Kazakhstan. Les travaux ne sont pas finis, plus de pont, il faut prendre le bac pour traverser le premier bras de la Volga. Après une nuit d'incertitude, nous constatons qu'il est possible de prendre le bac véhicule par véhicule. Le temps de monter, de descendre, plus la demi-heure nécessaire à la traversée, nous avons pris un retard considérable et nous n'étions pas au bout de nos peines. Et nous voilà partis pour traverser de l'autre direction. On a le soleil dans le dos, entre Volgograd et Astrakhan.
Même problème pour la traversée du deuxième bras de la Volga. De plus, le bac était encore plus petit et il a fallu négocier le prix du passage avec les responsables du kolkhoz. Enfin, nouvelle surprise, au bout de quelques kilomètres, plus de pistes, plus rien. Malgré une reconnaissance de nos 3 Land Rover, nous avons dû nous résigner à passer à travers champs pour rejoindre le goudron à environ 45 km à vol d'oiseau. Nos véhicules s'en sont bien sortis grâce à leur petit rapport et au blocage de différentiel. Et aussi grâce à notre 4x4 qui a dû effectuer quelques tractions dans les passages difficiles. Bilan 54 km seulement dans la journée, nous étions loin des 750 km de moyenne. Nous sommes arrivés quand même dans les délais à Makat, premier point de rencontre du raid. Et pour quelque temps, nous avons suivi la même route que les concurrents, enfin route, plutôt de la piste sur 200 km, avec les lignes électriques pour unique repère. Nous sommes arrivés à Novi Uzen le 6 septembre, après une étape de 24 heures et 1280 km. Premier déchargement et quelques jours de repos bien mérités pour toute l'équipe. Le 11 septembre, départ de la deuxième étape. Après Beineux, nouvelle difficulté, le long de la Caspienne, sur 130 km, pas de route. Nous avons donc suivi la piste jusqu'à Begdas, guidés par un aimable transporteur russe. Cela ne nous a pas empêché de prendre la pelle et la pioche pour combler un pipeline afin d'obtenir une pente acceptable. L'étape jusqu'à Nebitdag dans le Turkménistan s'est passée sans encombre, mais de Ashabad à Nukus, nous avons dû prendre la piste pour éviter un pont infranchissable près de Kardzou, sans oublier qu'il a fallu combler une partie du terrain pour un pont en construction. Dans la région de l'Uberkistan, enfin, bonne route et même des tronçons autoroutiers. Nous avons même été escortés par la police locale, ce qui nous a fait gagner du temps jusqu'à Tashkent. Et le convoi a pu rejoindre Frunze sans grosse difficulté. C'était la deuxième étape de livraison de nos marchandises. Après avoir rechargé les pièces défectueuses, nous sommes repartis seulement après une nuit d'arrêt, direction Alma-Ata et la frontière chinoise. Alors que le raid passait par un col d'environ 2700 mètres d'altitude, nous nous sommes contentés d'un passage à 800 mètres. Arrivés à la frontière, les douaniers nous attendaient avec le thé au lait et du pain frais. Accueil remarquable du côté chinois où un comité pimpant nous attribue nos plaques d'immatriculation, nos permis de conduire et les cartes grises. Très certainement, était-ce le premier convoi européen d'une telle importance à passer la frontière. Tout était très bien organisé. 2 guides chinois nous avaient été attribués. N'ayant circulé qu'en Jeep, ils ont vite réalisé que ce serait plus compliqué avec des véhicules de 38 tonnes. Un autre guide, parlant parfaitement le français, nous accompagnait de façon à respecter le programme fixant l'arrivée à Jiayuguan le 21 septembre. Cette partie en Chine nous a paru interminable. Des lignes droites sans fin, mais aussi du tout-terrain, passage de pont n'ayant jamais reçu de véhicule aussi lourd. Notre convoi aura certainement été le premier à franchir la nouvelle route de la soie. On y voit encore les tours d'alarme qui permettaient de donner l'alerte à Pékin. La traversée des villages était dangereuse compte tenu de la foule qui s'y rassemblait pour voir le convoi. À chaque arrêt, il y avait une réception en notre honneur.
Arrivé à Jiayuguan, troisième et dernière rencontre avec le raid. C'est la ville où commence la fameuse muraille de Chine. C'est ici que notre convoi se sépare. Une partie fait demi-tour, l'autre poursuit sa route vers Pékin, empruntant des centaines de kilomètres de pistes à peu près correctes. Nous voudrions rappeler que ce périple a été possible, d'une part grâce à la qualité du matériel, d'autre part à celle de l'équipe qui a su s'adapter et donner le meilleur d'elle-même, et enfin grâce à la maison Le Moine Pérignon. Personne. Marseillais, avec des Avec la Savia, nous avons conçu un Mercedes type 2038 en seulement un mois. Nous avons choisi une carrosserie de type Savoyard existant depuis 10 ans chez Libner Saint-Mexan. Plus quelques modifications concernant le débâchage et le niveau intermédiaire de chargement afin d'obtenir un magasin. Pour les semi-remorques, nous avons choisi les châssis Kaiser pour la robustesse de leur armature. La SAF a adapté la suspension et le type de freinage. Les pneumatiques des tracteurs sont des Michelin type Pilote E22 315 X R225. Pour les semi-remorques, nous avons opté pour des Dunlop aux profils latéraux droits qui se sont montrés très efficaces sur les routes empierrées. Peu de monde à notre arrivée très matinale à Pékin, mais les rues vont se remplir petit à petit pour laisser place à une gigantesque fête. Paris-Pékin, Paris gagné. Et encore, bravo à toute l'équipe. Ce premier périple ouvre la voie à de nouvelles lignes de transport. Dans un premier temps, nous pouvons envisager des lignes régulières de transport entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est à partir de la France. Et puis, pourquoi pas jusqu'à la Chine et à travers la planète.